à tout le monde, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui va débriefer une course qui est aussi bien organisée que nos émissions. Vous l'avez compris, on va revenir sur cette première semaine de Vuelta, il y a pas mal de choses à dire. L'organisation, Grand 1, la Jumbo, Remco, mais aussi nos Français avec du rouge pour Martinez et du bonheur pour Geoffrey Soupe. Voilà donc le programme de cette belle émission qui s'annonce pas mal puisque on a le bonheur, le grand bonheur d'avoir en direct, en personne, Jérémy Salakian, qui est de retour, parce que ça fait Attends, ça faisait combien de temps ? Je ne sais pas. Voilà. J'ai pas souvenir de ma dernière présence. Mais c'est cool de revenir. Ouais, j'avais 26 ans, je crois. Ça remonte un petit peu. C'est cool de revenir parce qu'on a passé quand même une sacrée première semaine. Ah bah là, on a apprécié. On a aussi avec nous celui qui n'a que des commentaires sur son physique, avantageux bien sûr, sur les différentes plateformes de diffusion. C'est Théo Barbet du Kill. Salut Théo. Salut à tous. Ouais, franchement sur YouTube, faut regarder, je vous laisse regarder bien sûr. Ça fait grimper les audiences, c'est bon pour nous. Heureusement, c'est pour ça que j'invite. Je pense que je suis la caution sexy de ça. Parce que je t'invite pas pour tes analyses vélo, tu vois. Non, pour ça il y a Anthony. J'ai bien compris. Ça commence très bien, en forme. Bonjour à tous, bonjour à M4N, bonjour à Babas, bonjour à Timéo qui sont là. Babas, il est là toutes les semaines depuis 4 ans, il va quand même falloir l'inviter un jour dans cette émission. Mais il vient quand il veut, peut-être qu'on fera un grand quiz. Ou lui trouver un travail. Alors Babas, je suis désolé, Théo il est secondaire dans la team. La sulfateuse. Il est secondaire dans l'équipe, on peut le virer à tout moment. Est-ce que vous êtes prêts donc pour la première partie de la Volta qui commence très très fort ? Ah non, je crois que j'ai un problème. Ah, dommage. Non, je rigole, petite blague, c'est par rapport à la Volta, bien sûr. Ah ouais, oui, problème technique. Ouais, non, pas validé. Non, bon, après, jingle. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. C'est l'équipe la plus en vue depuis le début de cette Vuelta. Vous allez me dire la Jumbo ? Non, pas la Jumbo. C'est plutôt l'équipe d'ASO. Les organisateurs, ils ont pour l'instant réalisé un sans faute d'imperfection entre balbutiements et des faces grotesques. Tiens, on va commencer par prendre nos avis pour le jour 1, le jour numéro 1. Je le passe même de la présentation parce que pour l'avoir fait, ils ont squeezé toutes les équipes et on a eu un groupe de chanteurs qui est venu pendant 20 minutes et le reste, ça a été jeté. Donc, première journée. Pas de problème, on démarre assez tard le soir et les dernières équipes, bam, la nuit noire, même pas d'éclairage, donc Remco il est parti, il voyait rien du tout, heureusement qu'il n'y avait pas de lunettes parce que sinon on était mal barré. Bon, alors cette première journée était déjà catastrophique, Jérémy. Alors déjà je voudrais féliciter toutes les équipes d'ASO parce que je sais que certains nous écoutent. Je salue Jérôme notamment et ils font un très bon travail. Oui. Donc ils sont innocents. Oui, en revanche, il y a beaucoup d'innocents, mais il y a des coupables. Il y a aussi des coupables. Et c'est vrai que ce premier jour de course, honnêtement, ça a été chaotique. Alors, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, mais c'est vrai qu'en termes d'équité, sur ce premier jour, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, est-ce que les organisateurs ont été surpris par la météo ? Oui, ça c'est une certitude. Javier Guillen, le directeur de l'épreuve, en a parlé. Bon, ils avaient regardé les précipitations, ils avaient déjà décidé d'avancer un petit peu la course. Ça fait plusieurs années, je crois que ça fait 10 ou 15 ans qu'ils décident de partir un petit peu en soirée pour faire mais ça après un prime. Donc ça s'entend. Maintenant, quand on s'en tient au fait qu'on voit dans quelles conditions ont couru les dernières équipes, les Soudal, les Ineos, ça a coûté sa place à 2+, les Movistar, tu te dis qu'en fait, tout le classement est à revoir. Et le classement est presque anecdotique parce que certaines équipes ont couru simplement pour finir dans les temps, avec toute l'équipe, sain et sauf, avec un maximum de coureurs possible. Movistar perd pour 55 centièmes. La Soudal est à 6 secondes, donc c'est très bien pour DSM, c'est très bien pour Combo et pour Bardet. Mais ce contre-la-montre-là, il n'a aucun sens. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Certains sont partis en plein jour avec la pluie, certes. Les autres, ils étaient éclairés limite par les phares des voitures. Justement, tiens, Théo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais certes, ils ont eu de la malchance parce qu'il faisait pas beau ce jour-là. C'est tombé plus tôt que prévu la nuit parce qu'avec les nuages, etc. Mais on a pas prévu un petit plan B. À 19h, on peut vraiment pas s'en douter. Non, mais normalement, il fait beau à Barcelone. Il fait beau. C'est vrai qu'à 20h, il fait pas nuit noire. Là, c'est parce que c'était un temps orageux. Il y a eu un peu de malchance, on peut le dire. Mais on peut prévoir quand même un petit plan B. Je veux dire, où on part plus tôt parce qu'on sent que ça va pas bien. C'est pas bien, même si c'est difficile dans le cadre d'organisation. Mais alors, on met des éclairages. Météo, les prévisions, tu fais avancer de 1 heure, même si c'est compliqué pour les retransmissions télé. Il y a des choses qui... On parle de sécurité des coureurs, on en parlera de ce qui s'est passé également durant toute cette semaine, mais la sécurité, elle n'était pas topissime. Et je vais même, évidemment, je suis absolument d'accord avec ce que Jérém a dit juste avant. Et surtout, en fait, finalement, si tu vois le verre à moitié plein aussi, c'est que finalement, ça a fait
pas tant de dégâts que ça. Même si voilà, il y a certes des écarts chronométriquement, mais c'est des secondes et sur un grand tour de 3 semaines, à la limite, on peut se dire que des secondes, ça se rattrape. Mais je pense que on aurait placé ce genre d'erreur-là sur le Tour de France, qui est la course la plus importante du calendrier. Peut-être que certaines équipes auraient bien pris beaucoup plus de risques qu'elles n'en ont pris dans les rues de Barcelone, même si je ne dis pas que la Jumbo et la Soudal n'en ont pas pris. Mais je pense qu'en termes de dégâts forfaits, de blessures et de chutes, ça aurait pu être bien plus grave sur une course où on se serait donné vraiment à 162%, comme ça aurait pu être le cas sur le Tour. Surtout sur ces derniers virages où il faisait vraiment nuit noire. Parce que et finalement, c'est il là n'y a où pas on de perd, leader qui a beaucoup de vraiment temps. perdu Ouais. gros, à part Lorenz de Plus, malheureusement Ouais, pour et lui, la qui Ju- revenait la très bien. Mais Jumbo-Visma- ça reste pas un coup dur pour la Volta, quoi. Non, La la Jumbo qui a Jumbo, perdu un peu de temps ouais, parce mais parce que ça a crevé. Oui, parce que ça a Vingegaard crevé. a crevé. Bah, Après, il y a finalement, la- après pour eux. bon. Ouais. Il y a la Jayco, la Jayco, ils ont fait un strike, ils étaient 6 par Ah ouais, terre. j'avoue. Et je crois Parce Oui, que mais là, si ils tu ont veux, la perdu du Jayco, elle temps. n'était pas favorite de ce Tour d'Espagne. Si tu veux. Non, Ed Dunbar, attends, j'adore, Filippo Zana. mais si Non, tu veux, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais sur ce chrono, tu aurais pu imaginer les voir jouer avec les meilleurs. Ça n'a pas été le cas. Bon, c'est vrai, il n'y a pas eu de gros dégâts. S'il y avait eu un Remco Evenepoel, un Vingegaard, un Roglic, un Mas, un Ayuso qui avait dû Ah, abandonner, t'imagines, il y en a un t'en as un bah, qui fait forfait direct, enfin, il y en a un qui tombe, il ça se fait aurait la été clavette. problématique. Là, évidemment, ça prend une résonance beaucoup plus. Voilà. Moi, ce que je reproche aux organisateurs, pour conclure là-dessus, c'est pas le jour J de ne pas avoir avancé, parce que le jour J, c'était trop tard. C'était Ça difficile. pose des problèmes en effet. d'organisation. Tu es quand même dans une mégapole, Barcelone, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a la course de vélo, mais il n'y a pas que la course de vélo. Il y a quand même une vie urbaine. Donc, le jour J, c'est trop tard. Maintenant, la problématique, et à mon avis, ils y réfléchiront à 2 fois pour les éditions futures, c'est de jouer avec le feu. C'est de se dire, ces dernières équipes, elles partent bien trop tard pour être sûr à 100% que les conditions soient équitables. Là, tu as eu un orage, effectivement, bon, bah, c'est pas de chance. Mais tu dois considérer dans ton scénario de départ que ça peut arriver. La chance, elle est faible, mais elle existe. Et à partir du moment où tu n'as pas les mêmes conditions de vision pour tous les coureurs, eh ben, c'est pas viable comme modèle. La pluie, on n'y peut rien. Ça s'est vu des chronos qui ont été faussés sûr. par la pluie. Mais ça, sont les éléments naturels et ça arrivera de nouveau. C'est pas grave. Et Remco, d'ailleurs, l'a dit. Remco, il était furieux à l'arrivée. Il a dit la pluie, on n'y peut rien, c'est comme Oui. ça. Par contre, partir à la nuit, ça, c'est inadmissible. Bah, moi, ce qui est Après, en plus, marqué, on est sur une période aussi où les villes font attention à l'éclairage urbain. En plus. Ouais. Pour C'est ça qui d'autres a- questions au-delà qui a du manqué. sport d'ailleurs, Barcelone est une ville très ensoleillée, donc on n'a peut-être pas forcément autant d'implantation de luminaires qu'on peut avoir sur le nord de l'Europe, par exemple, aux Pays-Bas, où la nuit est un peu plus un peu plus présente noir, on va dire. toute l'année. Donc il y a ça aussi à tenir compte. Bon, alors je vous conseille aussi d'aller regarder dans le chat parce que ça parle dynamo. On propose de mettre une dynamo au coureur, enfin on a proposé. Par contre, ça en enlève 5 watts, ça consomme 5 watts, dit Timéo, donc c'est un peu difficile d'en mettre. Voilà, et ça parle, je vous dis. On a des blagueurs aujourd'hui. C'est Babas qui a commencé. Jonas aurait il gagné n'en le veut tour pas. quand même. Oui, bah ça c'est possible. Il y a aussi autre chose parce qu'il n'y a pas eu que la nuit lors de la première journée. Je vais faire un petit condensé, un petit résumé de ce qui s'est passé derrière. Alors on a eu deuxième jour, il pleuvait, donc on a gelé les temps avant la dernière ascension. Super. Alors les mecs ils savaient même pas qui était passé en premier et tout. On a demandé à des gens dans le public, attends, t'as pas une vidéo pour voir qui arrivait avant, etc. Bon, deuxième journée super. Troisième jour, c'est Remco qui tombe parce qu'il y avait des gens qui étaient trop proches de la ligne d'arrivée. Et oui, quand ça finit au sprint, ça va vite derrière. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Oui, bon, n'empêche que c'était quand même assez proche, ou alors Remco avait oublié les freins. Donc encore hier, donc les temps figés à 2 km de l'arrivée, ça par contre, c'est ça, je pense que j'ai rarement vu une montée aussi bizarre. 2 km, tout le monde s'arrête, bon c'est chronométré un petit peu la zob, on connaît. Et puis derrière, tout le monde se dit, bon ça va, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi et tout. Plus, cette nuit, on a eu donc les transferts, bon ça c'est à cause des intempéries, mais on a eu des coureurs, notamment Julien Bernard qui l'a dit sur Twitter, qui est arrivé à 3h du matin. Bardet aussi, et les Jumbo ils ont pris le bon avion pour arriver à temps, c'est bien pour eux, mais sinon le reste sont arrivés à 3h du mat et donc couché 4h, superbe pour un transfert. Bref, je vous fais un résumé, mais il y a eu pas mal de petits couacs, c'est ça en fait, et du coup ça gâche peut-être un peu le plaisir, mais surtout ça fausse la course, parce que les 2 km, les temps figés, etc., je trouve que ça a faussé la course aussi depuis le début de cette Vuelta. Pour en revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout on est quand même dans une période, dans une ère où à l'intérieur d'un grand tour même, faire un transfert en avion après seulement 9 jours de course, moi ça me pose question au-delà du sport d'ailleurs. Voilà, on a eu
des débats un peu sur l'empreinte carbone que peut avoir Tour de France, notre ouais. sport. On a vu quelques coureurs s'élever pour ça. Gino Madère était engagé là-dessus aussi, le Suisse. Guillaume Martin, on a vu quelques déclarations passer aussi. Voilà, moi je trouve ça. En plus, on est resté en Espagne, hein. Clairement, ce Tour d'Espagne, on ne peut pas dire qu'il s'est lancé d'un pays étranger, qu'on devait faire absolument un transfert en avion pour faire la suite de la course. Voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, quand ça ne marche pas, ça a un impact sur le sportif. Donc il y a 0 pointé du côté un peu de cette espèce d'empreinte carbone sans faire de morale, et 0 pointé du côté de l'orga au niveau de l'équité sportive, quoi. Bah, après, ils ont pas de chance, il y a aussi un peu de malchance, c'est vrai, mais on a l'impression que les solutions, elles sont un petit peu bizarres. Moi, personnellement, j'aurais fait au pire l'arrivée à 2 km, parce que finalement, après, derrière, ça ressemblait plus à grand-chose. Les coureurs, ils sont venus, mais il y a des gens qui essaient de slalomer pour aller faire Christian Rodriguez, le mec d'Arkea. Il a slalomé pour aller faire top 10, pour pouvoir marquer des points UCI, par exemple. Donc, tu avais quand même l'arrivée, tu avais un classement, mais le classement général, il était arrêté avant. Bah, moi, je t'avoue que, bon. Après, Hier, tu as ça des n'a aucun contraintes sens, hein. qui te font Oui, des contraintes techniques. l'impossibilité de faire descendre la ligne vraiment d'arrivée, quoi. Ouais, mais bon, là, ils ont bien pris les temps, le classement général à 2 km. Au pire, c'est pas grave. Enfin, bref. Jérémy, je sais pas ce Non que mais t'en penses de moi tout sur ça. l'étape d'hier, je vais pas m'exprimer parce que j'ai pas vu. Ah. J'étais sur la Bretagne Ah, t'as- classique, donc j'ai pris en cours de route Tu et peux pas tout faire, Jérém. j'ai tu pas peux tous les éléments. Par contre, sur le début de course, là, je vais réagir. Je vais réagir sur l'étape de Montjuïc, la deuxième étape. Ce jour-là, je pense que la polémique naît en grande partie de la veille. Si t'as pas le coup de gueule de Remco, si t'as pas tous ces coureurs remontés, les Vingegaard, les Geraint Thomas, etc., qui parlent d'une voix pour aller contester auprès des organisateurs, je pense que ça se passe différemment. Donc tout le monde était échaudé, et quand on a vu les vidéos au départ de cette deuxième Ah étape, oui, mais c'était terrible. on s'est dit, mais ça va être impraticable. On voyait, mais ça tombait à torrent. Il y avait des endroits où c'était sous l'eau. Il y a Laura Messeguer d'Eurosport qui met une vidéo au départ. Tu as l'impression que tu es aux chutes du Niagara dans les rues de Barcelone. Donc, moi, je comprends aussi les coureurs qui sont en train de se dire, attends, déjà hier, on était dans des conditions improbables. Aujourd'hui, on va encore tous se mettre au tas. Donc, moi, je comprends l'attitude des coureurs. Maintenant, est-ce qu'on a pris une décision forcée du côté de l'organisation sans avoir pensé à un plan B? La réponse est oui. Et du coup, c'est contre-productif. Parce que tu arrives dans le circuit final, tu gèles les temps, je crois que c'était à 9 km, Ouais. mais la réalisation ne te montre pas le passage du peloton. Pour prendre les temps derrière, ça a été artisanal. Tu as les 2 tiers du peloton qui se relèvent et le tiers restant qui va quand même se jouer la victoire et le maillot rouge parce qu'ils avaient conservé les bonifs. Donc tout ça donne une impression d'improvisation. Je dis pas que la décision elle est bonne ou elle est pas bonne. Je dis juste que ça n'a pas Ouais, été c'est ça. pensé et que les coureurs sont partis du mauvais pied. Et à partir de ce moment-là, forcément derrière tous les jours, ça augmente, Ouais, ça bah augmente, oui. ça augmente. Dès qu'il y a un Les moins de plans petits B, pépins. les plans B ressemblent à des plans K, quoi. Enfin, Exactement, vraiment, exactement. C'est un peu ça le problème. Et Remco, tu vois, c'est pareil. Des coureurs qui sont gênés par des photographes, etc. Ça arrive très régulièrement. Là, c'est Remco. Là, c'est dans un contexte de Qui avait déjà contestation. pris lors de la première journée. Exactement. donc, Et Remco, bah, en général, quand il lui arrive quelque chose, tu le sais. Et non, mais sans le blâmer ou quoi, parce que moi j'aime bien ces prises de position, mais là c'est une tête d'affiche, donc forcément tout le monde en parle. Après, ça l'empêche pas de mettre ses mains sur les freins non plus, hein. Bien sûr, non, mais il est pas unique responsable non plus. Il a une part de responsabilité, mais tu dois avoir quand même derrière un espace Bien sûr. dégagé, même si là les conditions d'arrivée étaient spéciales, etc. Mais tout ça mis bout à bout, moi ça me gâche pas ma course, ça la rend encore plus dantesque. On s'en serait passé. On est tous d'accord. Est-ce que ça va la fausser? Bah, peut-être un petit peu, parce que Montjuïc, ça aurait pu faire des différences, parce qu'hier, ça aurait pu faire des Ouais. différences. Maintenant, attention, hein, il reste la 13e étape Oui. avec Spandel, avec le Tourmalet, il reste l'Angliru. Je suis pas sûr que ça se joue à 2-3 secondes, et à mon avis, il y a encore le temps pour le plus fort de le montrer. transition parfaite pour revenir du coup au sportif, parce qu'il s'est passé des choses quand même pendant cette semaine de la Vuelta avec ce maillot rouge qui est pour l'instant sur les épaules de Sepp Kuss, qui a environ 2 minutes 30 d'avance sur les principaux favoris, et les premiers ce sont Roglic et Vingegaard donc, qui sont autour de ces 2 minutes 30. Tout se passe bien pour la Jumbo, Jérémy? Ça va? Premier, c'est Remco. Hein. Remco, il est 4e, et derrière, tu as Roglic et Vingegaard. Ah. Donc pour l'instant, Remco Pardon. est Attends. mieux placé que les deux autres Jumbo. Mais oui, la situation, elle est idéale. Ils sont encore 3 dans la course. Et surtout, on voit maintenant un petit peu quelle est la stratégie Jumbo. C'est on est 3, toi, tu es tout seul, parce que Remco se retrouve rapidement tout seul. Donc on t'observe, on va t'attaquer. Et Remco est dans une position inconfortable. Mais on y verra déjà plus clair après le chrono de la 10e étape, parce que Remco est censé
C'est pas sûr qu'il le fasse, mais il est censé reprendre un petit peu de marge. 2 minutes 22 de Surtout- retard pour Remco Evenepoel, donc quatrième, c'est ce que tu disais. Primoz et Vingegaard, donc c'est à 2,29 et 2,33. Bon, mouchoir de poche, on va le dire. Théo, tu voulais dire quoi? Pour appuyer ce que dit Jérémy, le contre-la-montre de mardi, il va surtout changer, il va être décisif dans l'approche de la Jumbo en termes d'équipe. Parce que pour l'instant, ils sont dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'ils ont leur troisième leader, entre guillemets, qui a toujours ces 2 minutes d'avance. Cette Kuss, s'il prend pas torchon chiffon carpette sur le chrono, moi je vois pas la Jumbo prendre les choses en main comme il les prendrait si Kuss recule dans la hiérarchie. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont 3 cartes à jouer. Ils vont les jouer tranquillement. Et le premier gros morceau tactiquement pour nous à déchiffrer, ça va être euh, le débours que va avoir Kuss sur le chrono. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais vu la forme de Kuss, alors c'est vrai qu'il a pas fait de chrono à fond depuis longtemps sur ce genre de profil. Mais si tu limites à 1 minute, bah après c'est une très grosse performance de prendre qu'une minute, de se faire prendre qu'une Ouais, minute par Remco. j'ai du mal à y Mais croire, s'il mais- continue à avoir ce matelas-là, bah pour l'instant c'est parfait. Sepp Kuss, c'est une carte en plus. Bon, on le sait que d'habitude, c'est un très bon équipier, ça c'est clair. Il gagne à chaque fois, il fait gagner à chaque fois qu'il est sur un grand tour, on l'a vu cette année. Mais là, c'est encore plus. C'est-à-dire que Sepp Kuss, il a 2,30 d'avance, donc 2,20 sur Remco Evenepoel. On va dire, bah écoutez, allez chercher, puis nous, on voit ce que tu fais. En fait, c'est ça, c'est une carte en plus et c'est que du bonus pour la Jumbo. Ah bah bien sûr, à partir du moment où tu envoies Septius à l'avant, mais tu laisses le poids de la course à Remco. Et quand je dis Remco, c'est pas la Soudal Quick-Step, parce qu'on a vu la faiblesse de cette équipe Soudal. Maintenant, c'est vrai que demain, ou peut-être aujourd'hui, selon l'heure à laquelle on va le publier, ce podcast, et l'heure à laquelle vous allez l'écouter, ça va être très important. Si cette Kuss parvient à limiter, Remco Evenepoel sera de nouveau sous la menace. Alors moi, si je suis Remco Evenepoel, j'ai pas peur de cette Kuss, parce qu'il reste encore Bien énormément sûr. d'ascension pour lui reprendre du temps, et je pense que cette Kuss, il a enchaîné les 3 grands tours, il ira pas comme ça jusqu'au sommet de l'Angliru. Tu crois qu'à un la grand Soudal, train. on se méfie pas de cette Kuss? Si, mais tu peux t'en méfier sans en avoir peur. C'est-à-dire que Sepp Kuss, il part, tu vas pas lui sauter dessus, tu vas le laisser partir et puis tu vas faire du tempo derrière, un petit peu à ton rythme. Et c'est ça d'ailleurs que fait Remco depuis quelques jours. Le risque pour Remco Evenepoel, c'est de devoir courir derrière tous les lièvres, c'est de se prendre en compte de Roglic, revenir sur Roglic, se prendre en compte de Vingegaard. La tactique Jumbo de l'étape du Granon de l'année dernière sur le Tour. Le risque, il est là. Donc, tant que Sepp Kuss est dans le jeu, c'est un petit poil à gratter. Mais je vais mettre quand même un autre élément dans la balance, c'est que pour la Jumbo-Visma, c'est une situation qui est difficile à gérer aussi. Parce qu'imagine, tu te retrouves avec un Sepp Kuss qui perd demain 1 minute 30, 2 minutes, c'est-à-dire qu'il se retrouve à peu près dans les mêmes eaux que ses leaders. T'as Sepp Kuss Ah, mais qui là, va c'est conserver le maillot mais là, rouge. c'est fini. Ouais. Oui, mais c'est fini. Mais tu vas te retrouver avec un Sepp Kuss que tu vas quand même propulser à l'avant pour embêter Remco. Mais en tout cas, Sauf il roulera pas pareil. On lui demandera pas. il avec le maillot roulera pas rouge pareil. enfin, Mais le problème de ça la dépend. Jumbo, c'est que Sepp Kuss, tu peux aussi l'utiliser si Vingegaard ou Roglic est dans un très grand jour, tu peux l'utiliser comme détonateur, comme ça a été le cas par exemple sur le Tour Malais, pour mettre Remco dans le rouge. Là, tant que tu as Sepp Kuss dans le match, mais quelque part, tu vas te dire, mais on va pas le sacrifier, parce que s'il prend 10 minutes, après on peut plus l'utiliser en tant que joker. Et ça peut t'empêcher de développer une autre stratégie qui serait peut-être plus profitable selon les jambes de Roglic ou Vingegaard. Mais finalement, c'est pas si grave qu'il prenne 10 minutes. C'est-à-dire qu'il reprendra son rôle pour lequel il était finalement venu. C'est pas si grave, mais il y a un moment donné dans la voiture où si t'es dans la tête de Grisha Nirman, tu vas forcément te poser la question. Je te dis s'il perd 1 minute 30, mais admettons dans ton scénario, il perd qu'une minute. Tu le retrouves là dans l'étape 13. Il a le maillot rouge, il a 1 minute 30 d'avance. Vingegaard, il te dit dans l'oreillette, j'ai les jambes de ma vie. Moi, ce que je veux, c'est un énorme tempo. Et ouais, t'as cette Kuss qui va te dire, ouais, mais moi, je suis en rouge, envoyez-moi devant. Remco va rouler et puis quand Remco va revenir, à ce moment-là tu contres. Sauf que si Remco il réussit avec un tempo à maintenir Sepp Kuss à 30 secondes, Vingegaard, Moi, je pense que il est bridé. le vrai arbitrage à avoir en interne, c'est pas entre Kuss et Vingegaard, c'est entre Roglic et Vingegaard. Mais ça finalement. aussi, Mais- évidemment. oui, bien Le sûr. jour où ça arrive, ça, je suis pas sûr que, même si moi je le trouve très en forme, Roglic, le Vingegaard du Tour, s'il s'approche de ce niveau-là, Roglic, avec tout l'entraînement du monde et tous les 4 mois sans chute qu'il a passé et sans maladie,
je suis pas sûr qu'il accroche le train. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le Et le- vrai, Après, le c'est vrai chez lui. enjeu, La Vuelta, c'est chez et lui, moi pour peut-être. l'instant, il m'a vraiment pas Ah non. rassuré sur ce coup-là. C'est que Vingegaard, pour l'instant, je le trouve pas au niveau du Tour. Bah, c'est ça, pour moi, c'est Pour le l'instant. si. C'est-à-dire que Vingegaard, lui, il a dû enchaîner Tour Vuelta, alors que Roglic, en juillet, et il a pu récupérer, il a plus de fraîcheur. Donc un Roglic avec plus de fraîcheur et un Vingegaard qui potentiellement est meilleur, mais qui est peut-être dans de moins bonnes conditions, bah, ça peut poser problème en interne. Parce que pour l'instant, tu as les deux qui sont à peu près au même niveau. Roglic est peut-être un tout petit cran au-dessus, mais Vingegaard, il allait faire des bonifs. Roglic, on l'a vu rouler aussi pour Vingegaard. Donc je suis pas sûr que la hiérarchie elle soit très claire. Avant de continuer sur cette hiérarchie, très vite, une petite question. Il peut gagner Sepp Kuss à la fin de cette Volta, oui, non Pour moi, Rémi non. Pour moi, non. Mais on a déjà vu. Pour moi, oui. On a Ah déjà ouais. vu des surprises. Oui. On a déjà vu sur des grands tours des mecs qui résistent quasiment jusqu'au bout. Rappelle-toi Arroyo sur le Giro 2010. Il fait 2. Il s'intercale entre Basso et Nibali. Rappelle-toi Pereiro. C'était Ouais, des conditions 2006, différentes. ouais. Mais des mecs que tu te disais, bon, bah, ils vont finir par craquer. On peut leur laisser un petit peu de champ. Puis finalement, tu t'aperçois que c'est pas si simple. Mais, donc Théo, toi, En tu tout dis cas, oui. gagner, ça reste quand même très hypothétique. En revanche, avoir 3 Jumbo sur le podium Un, deux, à trois. 21e étape, bah, c'est clairement possible, en Bon. fait. Parce que, en plus, le mec, tu l'écoutes en interview, il te dit je me sens en meilleure forme que sur le Tour. Bon, bah, après, on est libre à nous d'y croire ou pas. Mais déjà, ça dit quelque chose. Je préfère ne pas En y tout cas, croire. Moi. mentalement, clairement, tu sens le mec pas lassé et pas fatigué d'être sur des grands tours. Tu sens le mec qui a faim. Tu sens le mec qui a découvert un maillot de leader pour la première fois de sa carrière, on le rappelle, sur un grand tour. L'appétit vient en mangeant. La Vuelta, malgré tout, malgré la 3e semaine qui est compliquée, c'est pas la 3e semaine du Giro, c'est pas la 3e semaine du Tour de France. Donc attention quand même. Moi, je pense que chez Soudal, l'hypothèse, elle n'est pas. Alors certes, la cote est peut-être haute. On verra chez nos amis de The Bet, mais Bien vu. Là, c'est un petit peu. mais franchement, c'est un scénario qui est pas à exclure non plus. Hein. Et Sepp Kuss, donc avec 2 Jumbo sur le podium, pourquoi pas. Non, mais et après, il a Non, dit mais en plus, pourquoi pas, ce il a serait dit quand même un qu'il allait faire scénario, comme Chris Horner à l'Angliru, il allait changer un Oui, petit peu son vélo Pas et sûr tout. que la comparaison soit très Ah, je judicieuse. sais pas, moi, c'est ce qu'il a dit. Donc, Mais- Non plus. pour moi, ça me donne encore plus de confiance. Non, mais en Sepp le Kuss. scénario avec 3 Jumbo sur le podium, évidemment, tu peux pas l'exclure. Je te dis pas, je te Bah, donne pas mon bras à À couper. chaque fois que Mais- quelqu'un attaque, il y a les 3, tel Non, un mais essaim de Tu guêpes. t'imagines qui arrivent juste du- les répercussions de cette saison? Bah, là, Les 3 grands tours pour la Jumbo, ça n'a jamais été fait. Hein. Oui, Les 3 déjà, grands oui, tours déjà, la même oui, ça. année d'une même équipe. Et en Oui. plus, sur le 3e grand tour, tu mets les 3 sur le podium, dont un qui a fait les 3 grands tours et qui à chaque fois a bossé pour ses coéquipiers et qui en plus était dans le top 15. Nous, on aime la machine. Mais tu crois vraiment qu'ils vont pas vouloir le faire juste pour une question d'image? Ouais. De toute Bah façon, ouais. la question, là, je pense que l'image, elle est. Non, mais je De toute pense façon, ce qui est arrivé avec Vingegaard sur le Sur le tour, chrono, en termes d'image, je vois pas que tu peux faire pire. Enfin, Trop tu tard. veux Non, faire- mais qu'est-ce je que tu pense veux faire le pire. Je pense quand même qu'ils vont finir par y penser. L'objectif, de toute façon, c'est de gagner la Vuelta. Peu importe de Ouais, faire un 2-3 ouais. derrière. Si tu leur dis aujourd'hui au Jumbo, t'en as un des 3 qui gagne et les 2 autres fiche le classement font maintenant. DNF, on s'en fout. Hein. On fiche le On classement gagne, hein, peu maintenant. importe avec Ouais. qui. Oui, Mais bon, oui. Bon, alors, pour repartir sur ce duo Roglic-Vingegaard qui est censé normalement être. Enfin, ce sont les 2 coureurs qui sont censés être les leaders de l'équipe. Alors, on a vu un petit peu Roglic un petit peu mieux, Vingegaard un peu en retrait, il est pas vraiment bien et tout. La hiérarchie, elle est toujours pas faite, Jérémy? bah non, les hiérarchie n'est pas Toujours faite. Regarde le classement. Bah oui, non, Tu peux mais pas on faire sait de jamais. hiérarchie. Là, peut-être que justement. la première semaine, on se dit bon alors t'es quand? Ah, là, franchement, je me sens pas très bien, donc ça va être pour toi. Non, et ça c'est. Ah bah après ça, ce sont des considérations en interne. Aujourd'hui Roglic et Vingegaard sont les 2 seuls qui savent ou à peu près Ouais. où ils en sont chacun. Alors après est-ce qu'ils Donc- vont être honnêtes? Est-ce que le plus faible des 2 va se mettre au service de l'autre? Je sais pas. Pour l'instant, Tu le dis surtout pas maintenant. Tu le diras Voilà. à la fin de Donc- l'étape où tu as pris une mandale, si tu prends une mandale, mais tu le dis pas maintenant. Qui te paraît le mieux Pas, alors, pas du coup, quand tu es à égalité avec, Bah même oui. si c'est ton coéquipier, qui c'est pas censé être ton pote non plus. Donc, Surtout, on vient parle de d'une victoire sur un l'expliquer. grand tour quand même. Exactement, on vient de l'expliquer, c'est aussi dans l'intérêt de Jumbo de conserver tout le monde en lice pour embêter Remco. Qui me paraît le mieux? Ouais. Pour l'instant, c'est Roglic. Mais le chrono, déjà, peut faire de grosses différences.
il y a toujours ceci. Si Vingegaard, il a le niveau du Tour de France, bon bah demain il va faire un gros chrono et peut-être que Roglic aura du mal. Mais bon, Roglic, c'est aussi un bon rouleur contre la montre, c'est quand même le champion olympique, on le rappelle, parce que tout le monde dit à Remco, demain il va reprendre du temps. Oui, il est censé, mais il va pas reprendre 1 minute 30 à tout le monde. Ce serait pas la même que sur le Giro. Voilà. Notamment. Moi, La question, c'est de savoir comment Vingegaard aussi va rouler ce chrono où il n'y a pas de boss. C'est là où il avait fait la différence vers Combloux sur le Pas de Tour. Mans, mais ça, pas c'est que. ça. Même s'il était très bon sur la première moitié, là il y a il avait 32 déjà- bornes sur un chrono qui, sur le papier, convient mieux à Evenepoel. Roglic, je trouve qu'il Il est moins bien s'est sur pas les chronos, amélioré. mais- Ouais, je trouve que sur les chronos, depuis justement son titre olympique, c'est quand même plus compliqué. Il C'est commence vrai. à vieillir aussi. Il faut faire des choix des fois. Donc, c'est plus Mais compliqué. c'est quelqu'un qui connaît par cœur la Vuelta, qui a l'expérience par rapport à Vingegaard. Vingegaard l'a jamais gagné. Il l'a fait qu'une fois, il l'a fait dans les 60, Oui, etc. oui, très loin. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'appuyer Roglic, parce qu'en plus de la fraîcheur, en plus de son expérience, c'est quand même quelqu'un qui sait gagner. Et de Roberto Heras. Oui, il peut revenir à hauteur des races, c'est vrai. Mais si tu me demandes de choisir aujourd'hui, je te dis, je suis plus Roglic. Mais en même temps, la veille du chrono sur le Tour, tu m'avais dit qui tu vois le mieux entre Vingegaard bien et sûr. Pogacar. Je t'avais dit, demain, Pogacar reprend le jaune. Résultat, il a... Il était pas loin. J'avais dit Vingegaard. Il était pas loin. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de la Jumbo, on va parler des adversaires parce que figurez-vous que sur cette Vuelta, il y a d'autres coureurs. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, alors, Qui quel est le coureur le plus à même de contrer cette Jumbo? Qui est le numéro 1 selon vous? Bah, Personne. pour moi, c'est Evenepoel. Donc, Ça paraît évident. Non, mais ça me paraît évident aussi, mais bon, il faut bien que je pose la question. Tu me dis Remco, comme ça on en discute. Mais Ah, c'est- tu veux dire hors Jumbo? Hors Jumbo. Pour moi, Ah, c'est Remco. c'est Remco. Oui, oui, Ah, bien il y a sûr. du Ayuso, Oui, par bien exemple. sûr. Il y Et a du Ayuso Mas a un petit cran en dessous. Pourquoi? Déjà pour une question de passé, il n'y en a aucun des deux qui a jamais gagné un grand tour. Donc forcément, l'expérience est plus du côté de Remco. Et surtout, le chrono. Ayuso, il se débrouille pas si mal. Ah, Mais Mas, demain, il va prendre un tir. Ah oui, bon, bah. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc oui, Remco en 1, Ayuso en 2 et Mas en 3. Derrière, je pense qu'il n'y a pas plus de candidats crédibles que ça pour le podium. Théo, tu as un avis qui est comme. On dit Marc Padoun aussi. C'est vrai qu'il peut revenir dans la course à tout moment, on ne sait jamais. Ghana. Ghana, oui. Dans les sprints, en tout cas, il revient vite. Théo, du coup, par rapport à ça. Non, je suis totalement d'accord. Je pense que les 4, parce que je mets Kuss dans le lot, évoluent à un niveau pour l'instant qui est. Même on voit, quand ça s'énerve un peu, Ayuso, il est là, mais toujours en deuxième rideau. Et pour moi, oui, Remco est C'est celui qui est le devant. plus à même de. Ouais. Après, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, et malheureusement, je ne le souhaite pas, mais c'est une Vuelta qui est très nerveuse pour l'instant. Peut-être que ça va se calmer un peu en deuxième, troisième semaine, mais ça reste très nerveux. On a des départs qui sont très rapides, avec du vent, les conditions météo qui sont pas géniales. Tu n'es aussi pas à l'abri d'une malheureuse chute, malheureusement. Voilà, Ouais. ces trucs-là. Et là-dessus, Et je quand trouve même, dans ce Remco très truc-là, attentif. Ah oui. Ouais. Il a pris quand même une fois, il s'est fait piéger une fois dans une bordure. Après, le reste, ils ont tous été dans le bon groupe derrière, mais je trouve même un petit peu trop, peut-être, parfois. Mais bon. Moi, je trouve Remco toujours bien placé dans le final, tu le vois, dans dans le les final, premières ouais. positions. Si ça tombe à 4 km, lui, il sera rarement dedans, à mon avis. En tout cas, pour l'instant. Moi, j'ai il plus faut- peur pour Roglic sur ce genre d'étape. Oui, et je pense que c'est Roglic, là où, ouais. où Théo voulait Clairement. revenir. Alors, je vous le dis, il y avait un ami qui m'a C'est demandé là où qu'est-ce je- qu'on peut mettre sur la Vuelta. La chute de Roglic, j'ai dit, ok, à un 10, c'est sûr, il est tombé dès le deuxième jour. Ah, Ok. après, il y a Là, il a pas de des bol, chutes, hein. donc ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, hier, dimanche, Eurosport a diffusé une séquence qui est marrante. C'est parce qu'ils sont en haut donc, de cette fameuse arrivée figée. Et Vingegaard dit en plaisantant à Roglic, maintenant, il va falloir redescendre en descente sur les parties qui étaient glissantes. Et Roglic, sur le ton de la blague, dit moi, je vais descendre à pied, je vais pas descendre sur mon vélo. C'est anecdotique parce que c'est une blague, mais ça dit aussi Ouais. quelque chose, qu'il se sent lui-même vulnérable sur ce genre de choses, malgré tout. Et que du coup, c'est une donnée que tu peux pas écarter, surtout quand il reste 11 étapes. Bon, on a beaucoup parlé de la Jumbo, on a parlé des candidats au podium. Et il y a aussi UAE qui est bien placé, parce qu'on parle de 3 leaders, mais on a Soler qui est largement dans la course, même si, bon, je sais, Jérémy, tu me regardes comme ça, mais bon, ça va être compliqué sur le long terme, on le sait. Ayuso, il y a Almeida, c'est peut-être aussi l'équipe qui peut embêter, chatouiller la Jumbo, parce qu'il y a 3 cartouches aussi ici. Même. Et on va dire qu'au niveau du classement,
Bon, il doit y avoir 30 secondes d'écart, je crois, entre tout cela, donc c'est quand même assez serré. Oui, c'est une équipe qui va compter. Pour moi, il n'y a qu'un seul fer de lance, c'est Juan Ayuso. Joao Almeida, on commence à connaître l'animal. On le Il voit est, à la fin, il est il toujours revient. là, il est jamais bien loin, mais il va pas peser pour la victoire finale. Alors il sera certainement bien placé à l'arrivée. Marc Soler, j'y crois pas du tout. Marc Soler, c'est un coureur qui va Il courir était à là. l'instinct, il est Ouais. là, il va faire les bonifs. Je trouve qu'il s'éparpille quand même beaucoup. Il est placé, mais si tu me demandes, Jevine aurait pu faire du mal, enfin en tout cas aurait oui, pu jouer le set cus de UAE en fait Tu finalement. dis juste C'est-à-dire ça parce que tu que l'as dans la fantaisie, hein. T'inquiète, on le sait. Hein. non, non, pas que ça, pas non, que mais Jay ça. Vine, le problème, comme de Jay Vine, c'est que pour Non, l'instant, c'est un coureur de Zwift, quoi. Il a gagné des belles étapes, mais sur oui, 3 mais je semaines, veux tu peux dire pas par lui là faire confiance. que ce sont des montées qui lui conviennent bien Oui, mais le problème de Jay Vine, à c'est pas dans Vine les montées, et... hein. C'est d'arriver Ouais, au c'est pied de la d'arriver montée. jusqu'au Oui, bout. oui, c'est arrivé au pied de la montée, clairement. Mais bah, d'ailleurs, on l'a vu. Hein. Mais, Bon. je pense qu'ils ont perdu un pion quand même. Je Ah pense bah que oui, oui, clairement, non, ils ont mais perdu un pion. évidemment, évidemment. Ouais, il va falloir- Stratégiquement, il y a- je pense qu'ils auraient pu imaginer de foutre du bazar sur certaines étapes avec lui et en s'y mettant à plusieurs. Et bon. Il y a des choix à faire en tout cas pour les équipes Mais de Solaire, leaders. c'est une énigme. Hein. Oui, bon, un Moi, coup je il est sais pas super vous, fort, un mais coup il prend 40 minutes. Parfois même, c'est une éclipse Ouais, l'éclipse solaire. solaire. Ok. Alors, la Bora, donc je vais noter avec Jan Uijtenbroeks et Vlasov qui sont aussi assez bien placés au classement. On verra ça plus tard parce qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça, à part que le Belge Si, bah, il le fait Belge une il belle, une belle Vuelta, hein. fait pour l'instant une belle semaine. Moi, je voulais juste vous poser la question sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a le Tourmalet qui arrive, c'est pour peut-être l'étape reine avec l'Angliru, mais bon, on est français. En français, c'est La bon, montée la plus dure, c'est l'Angliru, mais l'étape reine, ouais, c'est l'étape l'étape reine, c'est 13. celle-là. J'ai regardé, il y a encore une ou deux étapes de montagne, dont une encore similaire à ce qu'on a vu dans la première semaine, avec juste une petite côte dans le final. C'est quoi? C'est tout sur le Tourmalet quasiment, où on va faire des écarts? En gros, c'est ça cette semaine? Bah, le Tourmalet, tu peux faire des écarts sur cette étape si tu souhaites attaquer de loin. Moi, j'espère qu'il y aura des grandes manœuvres et qu'on n'attendra pas le pied du Tourmalet pour s'attaquer. Si on veut une course de côte, on attend l'Angliru. Ouais. Sur l'Angliru, on sait comment ça se passe, hein. C'est le plus fort qui gagne, mais en général, c'est tellement dur que tu fais pas réellement d'écart. Historiquement, à part Contador, l'année où il est contre Valverde et Rodriguez, les Vueltas sont quand même pas trop décantés dans l'Angliru. Les dernières fois, Hugh Carty gagne pour pas grand-chose. La deuxième victoire de Contador, c'est devant Froome il y a 10 secondes. Moi, j'attends beaucoup de l'étape du Tourmalet. Mais après, c'est vrai que l'Angliru, si tu as le même classement que là, elle va être capitale. L'Angliru, c'est à 4 jours de l'arrivée. Hein. C'est cette semaine ou jamais, alors Théo, plutôt, Ouais, si on veut faire des l'étape du grandes Tourmalet, manœuvres? en fait, je pense qu'elle est décisive pour un des trois, c'est Vingegaard. C'est-à-dire que c'est l'étape qui lui convient le mieux sur le papier, où l'enchaînement de col est le plus dur, C'est où en France, finalement il ça connaît se bien. résume moins à une course de côte. Et en fait, c'est une étape un peu Tour de France-esque, entre guillemets. Et s'il veut appuyer quelque chose, je pense que dans sa tête, c'est là. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, enfin, au soir de cette étape-là, on verra plus clair, en tout cas à la Jumbo, parce que je pense que si Vingegaard n'a pas fait ces grosses différences-là du Tour sur cette étape-là, je pense que Roglic aura un léger avantage le soir-là. Je sais pas C'est si surtout Jérôme une étape sera d'accord avec moi. où... Oui, je suis globalement d'accord, mais c'est surtout une étape où la Jumbo peut profiter de sa supériorité numérique, parce que tu peux imaginer envoyer cette queue à l'avant bien en amont du pied du Tourmalet. Si tu attaques dans Spandel, par exemple, tu peux mettre un bazar terrible, et là, tu peux te retrouver à 3 contre 1 avec Remco dans les descentes, dans les courtes vallées, et là, ça peut être difficile à gérer pour Remco. Remco a beaucoup progressé mentalement ces dernières années. Il y a 2-3 ans de ça, rappelle-toi notamment de son premier Giro. Alors, il était venu, il n'était pas forcément prêt, mais surtout, quand ça n'allait pas, il débranchait les câbles. Et il pouvait finir à 9-10 minutes. Un Remco qui était toujours très nerveux. Là, je le trouve quand même très posé, très serein, malgré la faiblesse de son équipe. Mais cette étape-là, elle est dangereuse. Parce qu'autant dans l'Angliru, l'Angliru, tu as une montée avant, mais ça sera une course de côte. Et l'Angliru, si tu es fort, tu es fort. S'il y a les 3 Jumbo, peu importe en fait. Les Jumbo, ils vont pas embêter Evenepoel par une stratégie d'équipe. Par contre, cette étape-là, je sais pas si tu as le profil sous les yeux que tu peux le décrire, mais le Tourmalet, ça ne sera que le bouquet final. Ça va repartir en descente. Il y a le Portalet. Donc, il y a 2 Portalet, ascensions. col de Bisque, on remonte dans le col de Bisque, on redescend pour reprendre le col de Spandel, et après on redescend via Pierrefitte Nestalas et pour la montée vers le col du Tourmalet. Tu vois, tu pars en quelques kilomètres d'ascension, tout de suite tu plonges dans la descente, puis après t'as que des hors catégories quoi.
Donc oui, il y a le terrain pour la Jumbo, pour Vingegaard. Et moi, si je suis Remco Evenepoel ce matin-là, oui, je me présente en me disant ça peut mal se passer pour moi. Ouais. Ce sera donc vendredi, cette étape, on va se régaler, je l'espère. On finit cette première partie avec juste qu'est-ce que vous avez bien aimé ou pas aimé cette semaine. On a dit beaucoup de choses déjà, on parle de ce qu'on a vu, on va dire en marge, donc des principaux favoris. Alors j'ai noté Groves au sprint, bien sûr, et Jérémy a dit « Et Ghana alors ?» Bah oui, ça t'a plu. Moi, Ghana qui vient faire 2 d'un sprint massif et surtout qui est en mesure presque de reprendre Caden Groves, ça m'a surpris. Et je n'imaginais pas que Ghana avait cette corde à son arc. On savait qu'il allait vite, hein. Il a quand même tapé Wout sur Milan-San Remo pour faire 2, mais bon, après 300 bornes. Là, Ghana, il a surgi du sprint et on s'est demandé un peu d'où ça venait. Quoi. Avec Geraint Thomas qui dit « Oui, c'est bon, tu peux aller faire les sprints, vas-y, j'ai 40 minutes tu au peux, général. » tu peux faire top 10, quoi. T'es pas obligé de faire deuxième à une demi-roue de Groves. D'ailleurs, Ineos, j'avais marqué ce qu'on a moins aimé, Ineos dans les choux, donc Arensman malheureusement abandon sur chute. Bernal, pas vu depuis le début de la Vuelta, et Geraint Thomas c'est 22e à 12,34 de la tête. On l'avait dit d'ailleurs lors de la Oui, il a dit que dimanche il s'était relevé pour aller jouer les étapes. Ouais. Donc L'inclinaison Ineos pour le général, c'est totalement abandonné désormais sur cette Vuelta. Très compliqué Ineos. Et la Lotto Destiny bien avec la victoire de Krohn et donc le maillot pour l'instant de meilleur grimpeur sur les épaules de Sepulveda, plus pour très longtemps normalement, mais bon voilà. Mais ce qu'on peut aimer aussi, c'est que pour la première fois cette saison, tu es dans le flou complet après 9 étapes. Quant à la lutte pour le maillot rouge, et tu as encore 6, 7, 8 coureurs en lice. Rappelle-toi sur le Tour, au bout de 3 jours, tu avais compris que ce serait un duel. Bon, le Giro était un petit peu plus ouvert, mais bon, après Evenepoel a quitté la route, donc on est resté un petit peu sur Almeida, peut-être. Ouais, mais on était un peu sur notre fin dès qu'Evenepoel est sorti du jeu, parce qu'on s'est dit finalement la lutte elle a été un petit peu gâchée. Là, pour l'instant, tout le monde a été à peu près épargné, et tu t'attends à 2 dernières semaines de folie. Bon, alors Théo, est-ce que toi tu as quelque chose qu'on n'a pas mis dedans? J'ai mis des trucs pêle-mêle, mais ça se trouve Non, pas grand-chose, mais pour réagir à ce que disait Jérémy, notamment sur Ghana au sprint, ça dit aussi de la relative faiblesse, malheureusement, entre guillemets, du plateau de sprinter qu'il y a sur cette Vuelta, même si c'est inhérent évidemment au parcours et au choix d'équipe de chacun. Bon, quand on est à batailler entre Groves, qui est certes un très bon sprinter, mais pour moi, je ne le mets pas dans mes 5-6 meilleurs sprinters du monde pour l'instant. Qui fait 3, on a des Dries Van Gestel qui font 3, des Edward Tuns. Il a raison, mais c'est une tendance. C'est un sprint du Tour de Pays Basque, quoi. Tu vois, c'est une tendance qui se généralise ces dernières années sur les autres grands tours que le Tour de France, parce que tous les grands sprinteurs veulent être au top à 100% sur le Tour, et ça fait quelques années quand même que tu as des spots. J'ai rien contre Pedersen, mais Pedersen je le mets pas dans le top 5 des plus rapides non plus sur le plat. Et l'an passé, il se balade sur les grands tours précédents, même au Giro. T'avais pas un mec souverain, t'avais du Dainese, t'avais du Groves aussi, Jonathan Milan qui gagne le cyclamène, personne n'avait vu venir, quoi. Surtout que c'est presque dommage parce qu'on voit les étapes, on en avait coché vraiment 4, finalement il y en a peut-être un peu plus. Là, j'en ai mis encore 2 cette semaine potentielle, évidemment, parce que les baroudeurs au bout d'un moment vont peut-être vouloir en croquer une. Mais en tout cas pour la course au maillot donc du classement par points, Groves a donc 158 points. Le deuxième c'est Andrea Vendrame, 66 points. Ça m'a l'air un petit peu difficile d'aller revenir sur. Ça va pas être évident. Je pense qu'on court complètement différemment d'un maillot par points sur la Vuelta qu'un maillot vert sur le Tour, où on voit des choses, des manœuvres justement pour ce maillot-là. Je pense que les mecs, un maillot par points sur la Vuelta, les maillots de meilleurs grimpeurs sont quand même différents parce qu'ils ont quand même encore un prestige propre. Un maillot par points sur la Vuelta, qui s'en souvient? Tu te souviens de Fabio Fellini en 2016 je me rappelle je m'en souviens parce que tu as été interrogé dessus en pleine étape. Geoffrey Bouchard, mais je m'en souvenais pas. Oui, après, c'est vrai, je t'avoue, je connais pas tout. Je me souviens on verra au quiz si je suis bon de Pedersen l'année dernière, mais c'est vrai que si tu dois me demander les 15 derniers maillots verts de la Vuelta, je vais vite être dans la panade. Ne m'appelez pas. Roglic. Non, mais surtout qu'en plus, c'était un mix à des époques, c'était des mix de maillots de combatifs. Enfin, bref, c'était. Non, mais le barème était fait pour que les coureurs du classement général puissent aussi l'avoir. Ça a changé un petit peu cette année. On me pose des questions dans le chat pour savoir est-ce que vous voyez Lenny Martinez rester dans le top 10? Eh bien, on répondra, mais tout à l'heure, juste après quoi, on attaque pas. Faut avancer, parce que là, franchement, on a traîné. On a bien traîné. Faut envoyer le conducteur. Pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit.
Alors, oui, il faut envoyer le conducteur sur les réseaux avant de regarder. Mais non, je mets beaucoup de saucisses, donc vaut mieux pas. Alors, j'ai noté quoi? Mais il y a pas mal de courses en ce moment avec la Maryland Classic remportée par Skjelmose. Je l'ai mis, très en forme en ce moment, le Danois. Le Tour de Grande-Bretagne avec Koy qui a gagné les 2 premières étapes. Van Aert qui a fait 2 et 3 de ses sprints. C'est bizarre, ça lui arrive pas souvent. D'ailleurs, alors, il y a Raikkonen au départ dans le chat qui a dit franchement, Van Aert, c'est vraiment un super poisson pilote, plus qu'un coureur, qu'un sprinter. Voilà, bref. Ce qu'on m'a dit, Bretagne classique, excellent, bien sûr. Vous avez écouté sur Eurosport avec la victoire de Madouas chez lui. Excellemment. Misha Bredewold qui a remporté Bredewold, pardon, on dit Vold, très bien. Qui Qui remporte la classique Lorient Agglomération, 150e victoire de SD Works cette saison. Je vais pas compter, mais on ne doit pas être loin. 56 plus Kopecky plus Vache, championne du monde et championne du monde d'espoir. Oui, finalement, j'étais pas si loin. T'es pas loin. Et j'ai noté les transferts aussi avec beaucoup d'équipes, avec peu de coureurs. C'est le cas d'Astana. Dineo Soudal, mais bon, on a toujours cette rumeur autour d'une possible fusion. Et on a aussi Victor Lafay qui va filer chez AG2R avec pas mal d'imbroglio autour. On ne sait pas vraiment si c'est le cas, combien il va gagner, etc. Bref, le recrutement de Cofidis compliqué. Pas Walscheid, pas Rochas, pas Lafay, remplacé par De Beaumarchais, Maudo, Robet et Goujard. Voilà donc ce que j'avais noté. Vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur tout ce que j'ai dit? Super pour Valentin Madouas pour la Bretagne Classique. Il gagne chez lui avec le maillot de champion de France. Ça faisait une éternité qu'un Breton n'avait plus gagné. Il fallait remonter à Ronan-Pinsec. Ouais. Donc pour Valentin Madouas, c'est une saison de fou parce qu'il fait quand même 2 aussi d'Estrade Bianche. Il fait top 5 sur Liège-Bastogne-Liège. Donc à suivre aussi sur les 2 québécoises, Québec-Montréal, les 8 et les 10 septembre prochains. Ça va arriver très vite. Valentin Madouas, super saison, vraiment content pour lui. Petite pointe de tristesse quand même pour Burgodeau parce que ça fait plusieurs fois qu'il finit 2 sur une belle course. Et hier, je pense qu'il l'avait dans les jambes et qu'il s'est fait battre tactiquement. Ouais, il y avait Stéphane Koum, énorme boulot. Incroyable Stéphane Koum. Alors là, franchement, il a fait une course, laisse tomber, il était devant. Après, il a fait 80 bornes devant. Il a ramené Madouas dans la dernière côte, puis le sprint, mais magistral, il a tout fait. Bon, bref. Et il a ralenti devant exprès pour que Madouas puisse lancer son sprint. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore ce qu'il faut pour conclure, mais il en mériterait une belle classique depuis le temps qu'il tourne autour, qu'il est médaillé aux mondiaux, que ce soit d'ailleurs sur la route ou sur le chrono, sur Paris-Roubaix, sur une seconde pour être champion du monde de chrono. Lui un jour, alors il a quand même été champion d'Europe, ce qui est quand même énormissime. Il a un super palmarès, mais il mérite vraiment une très très grande classique. Je suis d'accord. Théo, alors par rapport à tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu retiens? Non, Valentin Madouas, c'est un peu le déclic. Cette première World Tour, tournée autour évidemment. Et je trouve que même c'est un peu, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est limite même un peu contradictoire parce que je trouve que l'année dernière, il avait montré plus de choses en termes de forme. Je le trouvais intrinsèquement peut-être plus fort. Et même hier, d'ailleurs, je prends une interview, il dit qu'il rate son sprint, qu'il a fait ça un peu à l'arrache. Alors certes, on n'est pas si à l'arrache que ça quand on est dans le groupe de tête pour jouer la victoire après 260 bornes. Mais s'il commence en plus à gagner sur des jours où il se sent peut-être pas non plus dans le jour de sa vie, tu prends rendez-vous évidemment pour la suite. Il y avait cet enjeu pour la Groupama FDJ qui était de le prolonger cette année parce qu'il arrivait en fin de contrat. Ça a été fait. Hâte évidemment de voir sa fin de saison, même si après Québec et Montréal, il n'y aura plus grand-chose malheureusement pour lui qui devrait lui convenir, parce que je pense qu'un Tour de Lombardie, par exemple, c'est un peu trop dur. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de le revoir au top et en tout cas en bonne santé sur les classiques flandriennes de l'année prochaine, en tout cas. Et puis l'image incroyable chez lui, maillot de champion de France, il faisait beau. Ouais, il y avait tout. Et les commentaires de Jérémy Sakian, il y avait tout qui était réuni pour. Parce que il gardera la VHS. Il va pas prendre France Télé. Non. Allez, la suite. Attends, j'ai un dernier petit truc alors ça n'a rien à voir, c'est qu'il y a une chanson sur Thibaut Pinot qui vient de sortir. Et je vous la laisse. 3 ans, vive comme un moineau. Nous sommes fiers de notre roi vélo. Tiens bon le guidon et tiens bon le braquet. Il doit être bien content. Alors, vous kiffez ou pas? C'est Thibaut Pinot, des tuturbulents. On peut passer à la suite? Oui, je l'avais noté, je me suis dit, allons-y. Suite. C'est la Vuelta, ça revient, ça déraille, c'est l'émission de vélo. Ouais, allons-y. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien.
On me dit, ça parle foot ou quoi? C'est comment en ce moment? Non, mais bien sûr, il y a de la chanson partout. Quoi? Ne parlons pas trop de foot en ce moment. Non, non plus, Ouais. c'est vrai, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est un peu douloureux pour vous. Donc, alors on revient donc à cette Vuelta dans le sprint final avec de belles éclaircies bleu, blanc, rouge en ce moment. Lenny Martinez est donc pour l'instant 3e du général à la veille du chrono, après avoir porté le maillot rouge pendant 2 jours. Et puis, il a eu la victoire ultra surprise de Geoffrey Soupe au sprint. Alors, Jérémy, belle semaine pour les Français. Ah bah oui. Ouais. Oui. Bah, Geoffrey Soupe, c'est sûr qu'on l'avait pas vu J'ai venir. dit ultra, je sais pas combien de fois, mais je pense que j'aurais pu en rajouter un ou deux. Ouais, mais même lui, je pense qu'il s'y attendait pas parce qu'il lance de loin. A priori, dans cette équipe, c'était plutôt Dries Van Gestel qui était protégé. Mais le podium ce jour-là est quand même fou, puisque tu as Luis Aola aussi qui sort de nulle part, tu as Caden Groves qui se fait enfermer. Geoffrey Soupe, c'est l'éternel coéquipier, c'est l'éternel lanceur. Alors 35 ans, une belle beubare. évidemment, on savait qu'il allait vite. Évidemment, on s'était dit avant le début de la Vuelta, Geoffrey Soupe, il sera là pour faire des top 10 pour emmener Dries Van Gestel. Mais claquer une étape de la Vuelta sans qu'il y ait eu de quoi que ce soit, hein, sans qu'il y ait eu de crevaison, de chute dans le final qui ait perturbé le sprint. Il l'a gagné à la régulière. Donc immense bravo à lui. Et Lenny Martinez, super aussi. Il est tout jeune, il a déjà une première expérience du maillot rouge. Je pense qu'il ne faut pas lui mettre de pression. Il faut qu'il finisse sa Vuelta comme il le sent. Et tout ce qu'il a engrangé sur cette Vuelta, ça lui servira dans les années futures pour grandir. Il y aura d'autres questions sur Lenny Martinez parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Théo, alors sur le papier, on avait 30 coureurs français au départ. Cette première semaine, avec le contingent, on est plutôt content de ressortir avec 2 jours en rouge et une victoire d'étape pour nos amis tricolores. Oui, parce qu'en plus, c'est sur des terrains. Alors, Lenny Martinez excepté, la victoire de Geoffrey Soupe au sprint, elle est quand même elle est incroyable, imprévisible. Ça boucle la boucle d'un mec qui, justement, a travaillé pour les autres durant toute sa carrière, qui a fait le travail admirablement. Il y a 10 ans, on le voyait travailler pour Nasser Boigny sur le Giro et la Vuelta. C'était son lanceur. Maintenant, il en gagne une pour lui. C'est exceptionnel. C'est l'aboutissement à 35 ans. En plus, tu es à un moment où voilà, tu vas avoir une totale énergie, son équipe qui va. Voilà, on est en rupture avec le départ de Specialized et de Peter Sagan. On va rentrer dans une nouvelle ère. Je pense que Jean-René Berdono avait besoin d'une mise en lumière, qu'on parle un peu positivement de son équipe. Il y a eu le malheureux abandon de Steph Kras sur le Tour, donc voilà, on n'a pas forcément mis en lumière son équipe. Mathieu Burgodeau qui a tourné aussi. Donc voilà, c'est bien que ça sourit un peu. Après, je trouve que côté français, on est encore un peu timide sur. Mais alors ça, c'est difficile parce que sur l'étape des bordures, notamment quand ça ressort, tu t'attends à avoir un peu de français aussi quand ça se regroupe et quand ça sort. Voilà, je trouve quand même on a encore du mal à sentir les bons coups des grands tours. Un mec comme Kamna, pardon, quand ça sort, il est toujours là sur les étapes où il faut être. Et voilà, on a par exemple une équipe AG2R qui est exclusivement tournée sur les victoires d'étape de baroudeurs, grimpeurs, punchers, machin. Pour l'instant, ça reste quand même assez discret. Ouais, compliqué pour. S'il y avait le petit bémol, AG2R. ce serait sur cette dimension-là. Après, évidemment, le bilan après 9 jours, côté français, il est impeccable. Donc oui, on a parlé de la Total Energy qui fait une belle semaine. Steph Kras est encore dans le coup pour un classement général dans le top 15, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. On va passer sur la personnalité, le coureur qui nous intéresse le plus, c'est ce Lenny Martinez qui est donc 3e du général. Il va jouer le classement donc dans cette Vuelta. Qu'est-ce qu'on voit faire Lenny Martinez? On le voit faire un top 10, est-ce que c'est possible pour lui après ce qu'on a vu? C'est vrai qu'il est quand même en souffrance des fois dans les étapes où ça bataille beaucoup. Hein. Au-delà du résultat, moi je veux qu'il apprenne. Moi j'espère pour lui qu'il sera en mesure de prendre du plaisir sur ces 2 dernières semaines et qu'il essaye de rester le plus longtemps possible au contact des leaders. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, qu'il s'arrache un petit peu comme ce que fait Kanoite Brooks. Hein, finalement, ces 2 coureurs-là, ils sont dans le même état d'esprit. C'est essayer de se tester, essayer d'aller le plus loin possible, de prendre de l'expérience et prendre rendez-vous. Martinez, aujourd'hui, si la Vuelta elle s'arrête, il l'a réussi. Il fait 3 du chrono inaugural avec la Groupama, ce qui était déjà sensationnel, avec une équipe super jeune. Et il porte 2 jours le maillot rouge. Il va aussi apprendre ce que c'est que de courir avec un petit peu plus de pression. Ce ne sera plus le petit inconnu aux yeux du grand public. Maintenant, il s'est quand même fait un nom, au moins un prénom, parce qu'il avait déjà un nom.
Et voilà, moi j'en tire du positif pour lui, peu importe ce qui se passe sur les 2 dernières semaines. J'ai Ouais. pas envie de te dire top 5. Top 5, j'y crois pas parce qu'il y a trop de grands coureurs. Top 10, c'est possible, mais c'est pas là vraiment où je l'attends. S'il fait 10e à 30 minutes ou s'il fait 15e en ayant tenu les roues un maximum de temps et que tu sens qu'il en a encore sous la pédale pour les années futures, on sera tous contents. Le résultat, pour moi, il est accessoire sur cette Volta. Théo, est-ce que tu as des ambitions pour Lenny Martinez sur cette Volta ou pas du tout? Beaucoup même Oui, James oui, avait oui. dit Déjà, avant. être acteur à 21 Ouais. ans de son premier grand tour, c'est déjà exceptionnel. Porter un maillot de leader, à donner à tout le monde. Il est en plein apprentissage. Les trajectoires avec Uttebrook sont quasiment similaires. D'ailleurs, ils se suivent sur certaines étapes, sur certaines arrivées au sommet. Clairement, un top 10 serait déjà une très très grande satisfaction côté français pour Martinez. Et surtout, on y verra un peu plus clair après le chrono parce que malheureusement, ce chrono de mardi ou de demain, il n'est pas Martinez compatible, vraiment, pour l'instant, Ouais. parce que ça reste Oui. 30 bornes de plat et que. Mais peut-être même ce sera un mal pour un bien parce qu'il se retrouvera aux alentours peut-être de la 10, 15e place et que peut-être avec 4-5 minutes, on va lui redonner encore un petit ticket de sortie sur une étape. Et voilà, c'est pour l'instant, il fait le match. Et je pense qu'en interne, on est plutôt content de ça. Il y a des personnes sur le chat, il y a Miam Vélo qui dit la Volta de Martinez, est-ce qu'elle peut être mieux que le Tour de France de David Gaudu? Difficile de répondre à cette question parce que c'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir en termes d'attente. Ouais. Donc, c'est-à-dire que s'il fait 6e avec 2 jours en rouge, est-ce que c'est mieux que Gaudu qui non, mais ça, top 10 tu d'un ne Tour peux de pas, France? tu ne peux pas du tout Oui. comparer. Il y en a un qui arrive en voulant confirmer une 4e place et tu en as un autre qui découvre. Moi, Lenny Martinez, je te redis ce que je viens de te dire. S'il s'accroche, qu'il arrive à nous montrer un potentiel pour les années futures, mais qui finit hyper loin en ayant explosé, par exemple, dans l'Angliru, c'est pas grave. Ce sera Mais pas. je vais te dire, même s'il vois finit 35e et qu'il Exactement. finit même les 3 semaines et qu'il finit ce grand tour et qu'il montre qu'il a été dans le match pendant 10, 13, Exactement. 14 jours et que peut-être que, ok, aujourd'hui, il lui manque du volume pour tenir la 3e semaine, ça fait partie d'un cheminement et d'un apprentissage. L'anomalie, c'est un Pogacar qui débarque en 2019 sur la Volta et qui gagne 4 étapes alors qu'il a 19 ou 20 piges, je ne sais plus. Juste après le Tour de l'Avenir. C'est exactement Voilà. ce que j'allais te dire. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont en référence, mais le grand public comme les spécialistes Ouais, de vélo, parce qu'on- ont en référence les Pogacar, les Evenepoel qui sont arrivés, qui ont gagné tout de Bien suite. sûr. Mais tout le monde n'est pas Pogacar, Evenepoel ou Bernal. La logique veut que tu apprennes, que tu passes des caps. C'est un processus qui est plus ou moins lent selon tes capacités, selon ta maturité. Moi, Lenny Martinez, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Théo. S'il explose en vol et qu'il lui manque encore un petit peu de caisse, eh bien, c'est pas grave. Ce qu'il nous a montré en ce début de Vuelta et ce que je pense qu'il va continuer de nous montrer sur les prochaines étapes, ça aura largement suffi à son début d'apprentissage. Et surtout qu'il a porté donc ce maillot de leader, c'est l'un des plus jeunes dans l'histoire des grands tours à porter un maillot de leader, le plus jeune sur la Vuelta en plus. Voilà, donc ça marque tous, quand même. même. Mais bon, on attend beaucoup de Lenny Martinez, vous savez, hein, parce qu'on s'attend, on espère à un coureur français au plus haut dans les grands tours, donc on a beaucoup d'espérance en Lenny Martinez. Laissons-le tranquille. Je voulais juste terminer pour la page française avec Romain Bardet, donc, qui a failli avoir le maillot rouge. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puis ensuite, il a perdu beaucoup de temps. Et puis là, il est retrouvé dans les échappées et tout. En gros, il va nous en claquer une à un moment donné. C'est ça, Romain Bardet. En tout cas, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer, je ne sais pas s'il va y arriver. Il n'a pas vraiment failli avoir le maillot rouge. Il aurait pu passer devant Milesi. Oui, mais le à ce lendemain, moment-là, tu vois, en termes de classement. Ouais, effectivement. Bon, après, il repartira avec une victoire d'étape, même si ça ne sera pas son palmarès personnel. On lui enlèvera pas. Il était dans l'équipe qui a gagné le chrono. Est-ce qu'il va la gagner? Mais j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Théo. Moi, je suis pas sûr. Il va essayer. Moi, je suis pas sûr parce que je pourtant, il trouve dit que beaucoup, déjà il j'ai est tombé beaucoup de fraîcheur, il est je tombé le sens deux bien. fois. Moi, je le sens sa pas si prépa frais que ça. était pas bonne. Malade et il y a eu sa chute avec son protocole commotion qui a duré pas mal de temps. Je pense qu'il s'est pas entraîné comme il aurait voulu s'entraîner entre les 2 grands tours. Donc là, je pense qu'il a fait ces premiers blocs sur un peu les sensations et
pour aller chercher une victoire d'étape à la pédale dans les échappées, même si tu as un ticket de sortie vis-à-vis des favoris, il faut quand même bien finir et finir sur des notes ascendantes. On sait qu'il est capable de le faire lorsqu'il prépare une échéance sans souci. Moi, j'ai quand même des réserves. Bon, à un Cosprey, il était pas loin d'en claquer une. Mais il a aidé Lenny Martinez dans cette montée. Donc, Romain Bardet est fidèle à lui-même, bien sûr. Donc, on a aussi comme chance française, on va dire, Romain Grégoire, qui est peu éclipsé par la belle performance de Lenny Martinez. Peut-être qu'on va le voir. On l'a vu de la deuxième journée. Peut-être qu'on le reverra dans les prochains jours. Donc, pour Romain Grégoire. Et voilà, donc notre page française qui se termine. Et avec donc ce Romain Grégoire, pourquoi pas, et une nouvelle victoire d'étape française cette semaine. Il y a de quoi faire. Ou alors dans la troisième, puisque il y aura aussi de belles étapes au programme. Le quiz, Jérémy, je te vois en train de chercher. C'est pour ça que je suis en train de ramer là pour me dire est-ce qu'il est en train de. C'est bon ? T'es branché ? T'es branché ? Je regardais autre chose, mais ok, le quiz d'accord. est prêt, Je pensais que tu cherchais. C'est pour ça. Je ramais depuis tout à l'heure. Ça te dérange pas ? Mais je t'écoutais plus. Bon, ok, super. Allez, c'est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? La Volta ? On a 6 coureurs à trouver, 6 coureurs de la start list de la Vuelta, Ouais. effectivement. Je vais vous donner des indices, je vais les égrener au c'est fur et à parti. mesure. Ce sera soit des lignes du palmarès, soit des équipes, soit un petit mix des deux. Exceptionnellement, et parce que vous êtes que deux, donc pour pas... Il y a le chat aussi. Oui, mais effectivement, il y a le chat, mais vous aurez quand même 2 possibilités de réponse par personne et par question. Ah, très Voilà. bien. Et il y aura une petite Est-ce que tu question peux bonus à la vérifier que fin. Johan ne triche pas, s'il te Moi, plaît j'ai juste le chat sous les yeux pour voir si quelqu'un répond Ouais, avant mais nous. là, franchement, même en trichant, ça va pas apporter grand-chose. Il y aura une petite question à la fin, une question bonus. Peut-être ça pourra vous départager, sinon ça ouais. sera simplement pour Très faire bien. rire la galerie. Non, on dit il n'y a pas Anto sur le quiz. Il est très déçu. Beaucoup de déception dans le chat. Voilà, je le dis. Ouais. plaît Qu'il soit là ou pas là. Ça change pas grand-chose ça à change la pas donne. grand-chose, ouais. Pour le premier coureur, je vais vous égrener des lignes du palmarès. Vous avez 2 possibilités de réponse. Bon, le chat, évidemment, a des possibilités multiples, puisqu'ils sont très nombreux. Ce coureur-là a gagné les épreuves suivantes. Le Grand Prix E3. Le Tour de Romandie. Paris-Nice. Guerin Thomas. Guerin Thomas. Premier point pour Johan. Ah, je suis concentré là. Je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais. Deuxième coureur. Il a remporté le Tour des Asturies. Le Tour de Corée. Ça va vous aider. Ah ouais, hein. là, c'est. J'ai pas le palmarès en tête là. La première étape du Tour de Suisse en 2019. Non, une Stephen étape. Williams J'ai mis Non. la première étape, Non. mais c'est une étape. Une étape également sur la Vuelta au sommet de l'Angliru. Et sur la Vuelta 2020, il fait 3e. Qui est-ce ? Tour de Corée, Tour des Asturies. Hugh Carty Hugh Carty. Oh là là, mais j'ai été sur du Kenny Ellison. Je me suis dit, mais il a jamais été en Corée, Kenny Ellison. Hugh Carty. Baba savait Carty juste après Théo. Tout comme Mewen Lavenant aussi. Bravo à vous. Bravo à eux. Nouveau coureur, cette fois-ci, je vais vous donner des équipes. Ok. Le Team Sky. Vacances Soleil. La Rabobank. Bora. Attends, c'est dans l'ordre Non, c'est pas dans l'ordre. Ouais, bien sûr que non. Ah Tu ouais. connais pas Jérémy. Attendez, je suis en train de vérifier parce que je me demande si j'ai pas fait une dinguerie. Après, ça peut passer tout seul. Hein, on est, L'enchaînement hein est plutôt lunaire. frère. ça peut passer. Non, tout alors seul. l'enchaînement, je vous le dis, il est pas dans l'ordre. Et les équipes, c'est sûr que c'est bon. Ah. Et en revanche, ce point ne comptera pas. On va le jouer, mais ce point ne comptera Ah, pas. ok. Donc Team Sky, Vacances Ok. Soleil, Rabobank Continental, la Bora, Jumbo Visma et Intermarché. Et je vais vous rajouter un petit indice. En fait, ce coureur n'est pas sur la Volta. Ah oui. Ah ouais, mais attends. Mais même. Mais il a fait le Tour de France. Alors, on me dit Gazing. Non. Team Sky, Vacances Soleil, Ah, Rabobank Gazing, il a Conti, jamais été Team Sky. Bora, Jumbo Visma, Intermarché. Et c'est un sprinter. Poisson pilote sprinter. Poisson Swift. Hein Ben Swift. Non. Sky, Vacances Soleil, Rabobank, Continental, Jumbo me donne Visma, Fletcher dans Intermarché. le- Et aujourd'hui, c'est Bora.
On me donne Fletcha dans le. Bah attends, mais c'est un truc de fou qui a fait Intermarché, qui a fait Team Sky. Je vais vous aider. Pourquoi je me suis emmêlé les pinceaux? Parce qu'en fait, je voulais vous faire deviner son frère. C'est Van Poppel, C'est Van Poppel. qui a été trouvé par Mewen Lavenant. Voilà. Van Poppel. Et il y avait Boy qui était là. C'est et donc ça. c'est En Danny. fait, j'ai fait les équipes de son frère. Bah, attends, il est sur le Tour de Grande-Bretagne, je crois. Ouais, Donc mais c'est Tout à bon. fait. Théo, vu qu'il commande. Ah, ça on va lui est pas loin. quand même récompenser le chat qui avait déjà trouvé celui d'avant, donc on va leur donner un point quand même pour l'honneur. Allez. Mais c'était Boy, effectivement, mais j'ai noté les équipes de son frère. Je suis quand même j'ai eu un doute en disant Boy, Van Poppel. Allez, Anthony l'aurait trouvé. Bon, les autres, on repart. Vainqueur d'une étape du Tour 2022. Deuxième de l'Arctic Race 2022. Ça, c'est pour le palmarès. Maintenant, les équipes AG2R, Astana, Israël, Premier Tech. Vuelta Tour de France 2022. Ah, tu peux dire les équipes AG2R, AG2R, Astana. Astana, Israël, Premier Tech, deuxième de l'Arctic Race l'an passé et vainqueur d'une étape sur le Tour de France. Et je pense que ça a trouvé. Il y a Hugo Hull, Hugo Hull. Connor Tuns. Donc Hugo Ah, Hull, c'est Hugo Miam Hull. Vélo qui a trouvé avant. Hugo Hull. Point pour Ah, le j'avais chat. pas- Deuxième, il a terminé l'année dernière. Alors ça m'était Ah oui, passé putain. complètement à côté. Derrière Leknesund. Un nouveau coureur de cette Vuelta, il a remporté des étapes sur les épreuves suivantes. Le Tour de Catalogne, Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Dauphiné, le Tour de Romandie, le Giro, Roglic. non, le Tour de France, la Vuelta, Hein et il compte un podium sur le Giro. Je vais Ok. vous donner ses équipes. Omega Pharma Quick-Step, Vacances Soleil, Lotto, Quand Soleil. De Ghent. De Ghent. Ah, mais non, mais j'allais sortir ces poules-là. J'ai une grosse dinguerie. C'est De De Ghent. Ghent. Babas qui a trouvé juste derrière Théo. Bravo. Dernier coureur, 2 pour le chat, 2 pour Théo, 2 pour Johan Tritz. Vous savez, Je crois que j'ai qu'un. Hein. Non, c'est un. deux. Non, il a Non, un. tu as j'ai un, que tu as un. Ah, je me lis. Vous savez que la dernière question prévaut, mais il y aura Ah. quand même. Alors, il y a quand même la possibilité d'esquiver ça avec la petite question Ah, bonus. je- Sinon, ce sera la dernière question qui prévalera, donc attention à celui-là. Ce coureur a gagné le Tour de Californie, le Grand Piemonte, son championnat national du chrono, la route d'Occitanie. Bernal. Egan Bernal. Bravo. Bravo. Il y a eu Kuss qui était sorti dans le Non, chat. c'était pas Bernal, Kuss. bravo, Théo. Egan Bernal, Tu l'as eu vainqueur direct. Ah, Tour du de quiz. Californie. Théo Barbet-Duquil, je vais quand même vous poser la petite question pour l'honneur. Geraint Thomas, Oui. Hugh Carty, Oui. Boy Van Poppel, Hugo Hull, Thomas de Ghent et Egan Bernal. Je les ai pas pris au hasard. Ils font partie d'une même entité. Ils ont un point commun. Ils font pas partie du MPCC. Non, c'est pas ça. Bernal, De Ghent, Hugo Hull, Boy Van Poppel, Hugh Carty et Geraint Thomas. Ce sont Ils des font- coureurs qui passent un peu à côté de leur Vuelta, si ça peut vous aiguiller. Ils font du vélo. On me dit. Alors. Pas d'idée? Non. Ils passent un peu à côté de leur Attends. Vuelta, ils font partie de la même entité. Des En fait, du club d'Anthony Nicolas. On n'est pas loin avec Anthony Nicolas. L'équipe d'Anthony D'Anthony Nicolas de la Nicolas. Fantasy. Ah mais oui. Franchement, je me suis dit c'est sûr parce que c'est les nuits. Ah oui, parce qu'il fallait qu'on vous parle de bah tiens, on en parle de la route du Tour. C'était juste pour troller Anthony Nicolas et ses 16 points après 9 étapes. 16 points avec Lenny Martinez, mais il fait jamais ses équipes encore une fois. Donc la route du Tour, je voulais juste donner, donc on a 3 divisions cette année. Donc dans la première division, là où est toute l'équipe enfin toute l'équipe, juste une équipe de Saderail, mais bon c'est moi qui fais les équipes, on va pas se mentir. On est 3e, voilà, juste pour vous le dire. Je me désolidarise complètement de cette On équipe. est 3e, c'est pas pas là mal. pour jouer le podium. Et sinon au classement entre nous, je vais voir le classement. Ça qui est là. va être un duel, hein, Nous soyons clairs, on nous est avons plus le que deux en grand course. Jérémy Choco, Jérémy Sakian qui est donc premier. Il a, avec... pris, il a pris les 6 sprinters Ouais. du plateau. alors, Parce que c'est sûr t'as Groove, qu'il a marqué des points. Groove Monano et Dainese, Dainese. Soupe et Olar. voilà, donc voilà. On est donc- pas mal sur les sprints. Et attention parce qu'arrive très fort Théo qui a Ouais, des Théo, c'est le grosses danger. équipes avec des gros leaders. Kus, je crois que t'as Kus, t'as Mas dans les. Il a Kemna. J'ai Cannes. Et t'es bon. Et ouais, c'est voilà, donc Brooks. c'est pas mal. Même si moi je pense que mon duo Almeida-Vlasov arrive lourd aussi. Non, Euh, ça va être un dans les duel. bacs. T'es lourd dans le gros péto. Ouais. Tu vas te jouer la 3e place comme sur tes autres ligues Ouais. là et terminado. Je suis très bien. Et donc Anthony a donc 16 points au total. Il a 16 seulement. points. Et combien on a nous avec Théo? Juste pour donner un. Alors 902 pour toi, Voilà. 632 pour Théo. Mais
Je sais pas comment pas avoir 16 points. Bon bref, voilà, c'était juste la petite parenthèse. On va juste faire les paris rapidement parce que on est sponsorisé par The Bet. Il faut mettre le code SADERAI tout attaché et vous pouvez donc Sans accent. Sans accent ni rien. Vous pouvez donc mettre, si vous le souhaitez, si vous mettez 20 €, vous avez le double. Il y a les Maxime dépôts, qui etc. t'appelle. Oui, on m'appelle, on me harcèle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez compris. Au niveau des paris, le jingle déjà. Ah, c'est même pas vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous n'avez pas parié alors? Si, Théo, t'étais là. Alors, je sais plus qui était là lors de la preuve de la Vuelta. Non, t'étais pas là non plus. Donc c'était Non, Rémi j'étais pas. et James. Donc vous allez pouvoir parier sur le vainqueur de cette Vuelta. Moi, je veux gagner la fantasy, donc je vais jouer Remco Evenepoel. Ok, ça serait Remco. Et alors, il faut que je regarde les cotes en attendant. Théo, c'est quoi pour toi? Qui Moi, va je remporter? reste sur Roglic. Très bien, Roglic. Je regarde juste classement général. Alors Remco, il a combien? Remco, il est à 4,25. C'est que 7,25, voilà, pour donner un peu. Vingegaard et Favori Roglic, 2,55, 2,55. Ouais. Bah, sur Non, un mais si petit- tu me demandes une analyse objective, évidemment, Roglic pour l'instant est, semble-t-il, le candidat le plus crédible. Mais je fais confiance en mon poulain. Voilà. Remco à 4,30, c'est intéressant quand même. Ouais, c'est pas mal. Bon, Remco, il a déjà été lâché. C'est un jour oui, un jour non. Puis il y a quand même des grosses ascensions. Donc, on verra. Voilà donc, et juste un petit truc Paris The Bet, juste pour un petit truc que vous voulez parier, genre classement de la montagne, un classement par point, un petit Classement truc, une petite par point. dinguerie, Pas je sais classement pas, par point. un petit truc, La un cote de podium. Caden Groves, elle doit pas être bien haute. Un Hein. petit podium, tu vois, on dit Landa vainqueur. Bon, Solaire est à combien? Je sais pas. En attendant, je sais pas, un petit truc, un podium d'un coureur, un petit truc pour rapporter de l'argent un peu à nos auditeurs, nos viewers. Un podium. Marc podium, Solaire est tu à vois 37 la victoire. Bref. Non, mais le podium, il n'y aura pas d'énormes surprises sur le Et podium. le podium, t'as Ayuso qui est à 2 par exemple. Non. Enric Mas, 4,50. Non, personne ne veut. Bah, je sais pas, moi je vous propose des trucs. Guerin Thomas gagnera une étape. Bon, si tu crois qu'on a ça. Le podium d'Ayuso, il se réfléchit. Même Enric Mas, tu peux te dire, dans les ascensions comme l'Angliero, ça peut lui correspondre. Mais tout dépend aussi du chrono de demain. Donc demain soir, peut-être, je pourrais jouer. Non, si je veux faire un petit pari, et là encore, je vais être un petit peu chauvin par rapport à mon équipe, j'aimerais bien quand même que Dainese puisse faire un sprint. Et je pense que s'il fait un sprint, il a quand même de bonnes chances d'en claquer un. Donc petite victoire de Dainese. Ouais. Il restera pas 1000 opportunités, mais jusqu'à Madrid, il peut. Hein. Oui, et bien sûr. Et Molano aussi, jusqu'à. Ouais, Madrid, Molano, que je le vois connais déjà très un peu moins. Sinon, juste pour le classement de la montagne, je crois qu'il y a Damiano Caruso à 6,25, égalité à Vingegaard. Je sais pas exactement. Caruso, c'est à la maison, donc il peut gagner aussi, il n'y a pas de problème. Et donc Romain Bardet aussi, troisième donc pour les cotes des favoris de ce classement de la montagne. Moi, je mettrais bien Kamna qui est à 12. Non, Kamna, c'est chez Théo. Oui, mais faut Kamna, surtout c'est à pas jouer 12. Kamna. Et on me demande les pronos Grand Prix Montréal et Grand Prix du Québec. Non, mais vous pensez qu'on a que ça à Madouas. faire là? Oui, voilà, c'est ça. Ok, Théo, tu veux pas faire gagner un petit peu d'argent? Toi, t'as juste gagné, juste donné, pardon, Guerin Non, j'en ai Thomas. trop perdu cet été. Ok, bon, t'as raison. Bah voilà. C'est terminé. pareil, je joue plus, je suis à 0. Ah bah, de toute façon, moi aussi. Merci à tous de nous avoir Avec écoutés, modération, bien sûr. d'avoir participé aujourd'hui. Vous avez été nombreux à poser vos questions et à réagir, à dire pas mal de dingueries, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle journée de repos. Et puis voilà. Et puis bonne Volta, j'ai envie de dire. À tous. Bonne Volta à tous et bon Grand Prix canadien. Ouais. Bye bye. Salut. Ciao.